Les monts Kartchal, à la frontière entre la Géorgie et la Turquie. C'est ici, dans cette région reculée, que vit le peuple des Adjars. Le petit village de Maden se trouve en territoire turc. Jusqu'à présent, ses habitants ont réussi à préserver leur culture traditionnelle. Mais voilà que l'exode rural menace aujourd'hui sa survie. Début février, le jour se lève sur Maden. Situé à 2200 mètres d'altitude, c'est l'un des villages les plus hauts perchés de Turquie. Les habitants de cette région parlent le gourouli, un dialecte du géorgien. Les températures sont remontées à -5 degrés. S'aventurer hors des maisons en bois est donc un peu pénible. Les villageois vivent exclusivement de l'élevage. Alors tous les jours et par tous les temps, il faut s'occuper des bêtes. Eva et Kadem Ertekin sont debout depuis 6 heures du matin. La répartition des tâches est immuable. Eva nourrit les animaux alors que Kadem assure leur toilette. Une vingtaine de bœufs va passer tout l'hiver dans cette petite étable. Il est donc important de veiller à leur hygiène pour éviter qu'une maladie contagieuse ne décime tout le troupeau. Kadem doit aussi nettoyer les tables de fond en comble, matin et soir. Le fumier servira à fertiliser les champs après la fonte des neiges. Eva plonge le foin dans l'eau chaude pour le dégeler. Les éleveurs prennent le plus grand soin de leur étable. On commence par nettoyer les lieux, puis ma femme traite les vaches, leur donne à manger, à boire, et enfin on les brosse et on les débarrasse des parasites. On fait ça matin et soir, c'est notre journée de travail ordinaire. Les vaches sont traites en tout dernier. Ici, le lait a une importance capitale. Presque tout ce que mangent les Ertekin pendant les 7 mois que dure l'hiver est fait à base de lait. Une trappe est aménagée dans chaque maison. Elle permet d'accéder à l'étable sans avoir à affronter les murs de neige qui encerclent les maisons en hiver. Eva et Kadem vivent seuls dans cette immense maison en bois, tout du moins pendant l'hiver. Leur fils unique passe son bac à la ville d'Inegöl. Il n'y a pas d'école au village. Ici, la neige tient entre 7 et 8 mois. Comme la seule route qui mène au village est impraticable, les véhicules restent garés en contrebas de Maden. Pour se déplacer et transporter le nécessaire, les villageois utilisent des traîneaux tirés par des taureaux ou chaussent des raquettes qu'ils fabriquent eux-mêmes. Ce que Kadem aime par-dessus tout, c'est faire prendre l'air à son taureau Polat. Polat est un taureau de combat. Pendant la saison des amours, les mâles s'affrontent et le vainqueur aura la priorité lors de l'accouplement.
Un instinct naturel que les habitants de la région ne manquent pas d'exploiter pour organiser une grande manifestation chaque été. Ce taureau était premier du village l'an dernier. Cette année, je le prépare pour le festival Kafkazer qui aura lieu dans 5 mois. D'ici là, je vais faire en sorte que la bête soit à son meilleur niveau. Et pour qu'il soit au meilleur de sa forme cet été, Kadem va devoir engraisser Polat et l'entraîner à d'interminables marches. Pendant ce temps, sa femme Eva s'occupe du lait qu'elle vient de traire. À l'aide d'une centrifugeuse, elle prépare la crème et le lait écrémé. Avec la crème, elle fera des yaourts et du beurre. Le lait écrémé servira à confectionner du fromage. Chaque jour, Eva actionne la centrifugeuse pendant plus d'1 heure. Pour préparer le yaourt, Eva fait d'abord réchauffer un peu le lait. On fait le yaourt selon nos besoins, pour notre consommation personnelle. Avec le lait restant, on fait du fromage qu'on vend au printemps ou qu'on distribue aux voisins, à ceux qui n'ont pas de vaches. Ceux qui connaissent le goût de nos produits nous les achètent. La fabrication du fromage est très simple. On laisse le lait tourner, puis les grumeaux ainsi formés sont salés et pressés. Les soirées sont longues au village. Pour rompre l'isolement et la solitude, les hommes ont pris l'habitude de se réunir chez l'un ou chez l'autre. Ce soir, c'est Kadem qui reçoit. Au début, les hommes discutent plutôt calmement du projet de centrale hydroélectrique qui doit être construite près du village. Eva écoute les hommes d'une oreille, les yeux rivés sur son ouvrage. Mais très vite, les esprits s'échauffent. La construction de la centrale a ses défenseurs et ses détracteurs. Tous les habitants du village se connaissent assez bien pour que l'opinion de l'un ou de l'autre ne soit plus un secret pour personne. Ce qui ne les empêche pas de se quereller à chaque fois. Nous, on veut que la déviation contourne le village par en dessous. C'est clair. En dessous ou au-dessus, peu importe. Il ne faut pas toucher au ruisseau. Il ne faut pas abîmer la nature. En automne, il y a beaucoup moins d'eau. En été, elle coule en abondance à cause de la fonte des neiges. Mais il n'en reste plus rien à l'automne. Les autres villages qui dépendent de ce cours d'eau risquent de souffrir de sécheresse. Chaque vendredi, les hommes se retrouvent à la mosquée pour prier, mais aussi pour parler des problèmes qui touchent leur village. Kadem est là, lui aussi. Le village de Maden se trouve dans la République autonome d'Adjari, qui au Moyen-Âge appartenait à la Géorgie. En 1635, l'Adjari est tombé dans le giron de l'Empire ottoman, et beaucoup d'Adjars se sont alors convertis à l'islam. Bien que l'Adjari ait été rattaché à l'Union soviétique en 1921 et à la Géorgie par la suite, de nombreux Adjars sont restés musulmans, aussi bien en Turquie qu'en Géorgie. Les habitants de Maden n'ont pas les moyens d'employer un muezzin, si bien que c'est l'un d'eux qui appelle à la prière. Kadem est le benjamin d'un village déserté par les plus jeunes. Il n'y a plus ni enfants, ni adolescents. L'école a fermé ses portes il y a 10 ans, à cause d'effectifs trop réduits. Et depuis lors, tous les enfants sont partis poursuivre leurs études ailleurs.
D'année en année, la population de Madène vieillit. Et au début, même le jeune imam du village a eu un peu de mal à s'y faire. L'inaccessibilité, les terres accidentées impropres à l'agriculture, le désert industriel, tout cela favorise l'exode des jeunes vers l'ouest. Quant aux anciens, ils essaient tant bien que mal de mener leur vie. Au début, je me suis demandé, moi aussi, si j'allais réussir à m'acclimater, si j'allais rencontrer les mêmes difficultés. Dieu soit loué, j'ai fini par m'y habituer. Les plus anciens sont donc les seuls à rester au village. Certains ont tout de même passé quelque temps en ville, pensant que peut-être la vie serait plus facile. Mais finalement, ils ont choisi de revenir à Madène. Je me suis rendu en ville 2 ou 3 fois. Quand je me réveillais le matin, j'avais l'impression qu'on m'avait roué de coups. J'avais mal partout. Je ne pouvais plus bouger. Mais ici, même en me tuant à la tâche, je me lève frais comme un gardon. C'est qu'on l'aime, notre région. L'été, c'est splendide, mais les hivers sont longs et rigoureux. On utilise des quantités astronomiques de foin. Difficile d'en vouloir aux jeunes de quitter le village. Eva et Kadem ont eux aussi voulu essayer, mais ils sont revenus au bout d'1 an. La vie urbaine, très peu pour eux. Sans compter qu'Eva aime son village, malgré tout. Ici, tout est difficile. Si j'étais en ville, j'achèterais cette pâte au supermarché. Mais au village, je dois tout faire à la main. C'est pour ça que les gens partent. Il ne reste personne ici, plus aucun jeune. Notre mode de vie leur paraît trop pénible. Ils préfèrent s'installer dans les villes. Mais à Madène, tout est authentique et naturel, ajoute Eva. C'est pour cela qu'elle et Kadem ont choisi de ne pas vivre en ville. Les Ertekines produisent eux-mêmes presque tout ce qu'ils consomment. Le lait, le fromage, le beurre, la farine. Eva nous assure que ça ne la gêne pas de manger plusieurs fois par semaine des gözleme, une crêpe fourrée au fromage. Elle nous confie aussi qu'en ville, contrairement à ici, on ne sait pas vraiment ce que contiennent les produits alimentaires. Les monts Kachgar et Kartchal sont entourés de forêts de pins. Le bois est vital pour ces habitants des montagnes qui s'en servent à la fois pour construire leurs maisons, fabriquer des outils et se chauffer. Comme son stock de bois commence à diminuer, Kadem va dans la forêt avec son ami Dilaver, à la recherche d'un arbre à abattre. Ils doivent en trouver un qui ne soit ni vert, ni humide, sans quoi il ne brûlera pas. Mais où trouver du bois sec en plein hiver? Après une demi-heure d'exploration assidue, les 2 hommes tombent sur un pin mort, rongé par les parasites. Une chance, car c'est justement ce genre d'arbre qui brûle le mieux. Malgré un mode de vie archaïque de prime abord, tous les foyers de Madène possèdent une tronçonneuse. L'arbre est vite abattu et débité en morceaux transportables. En Turquie, il est interdit d'abattre un arbre sain sous peine d'amende.
Les habitants des montagnes choisissent donc le plus souvent des arbres malades ou morts. Nous ne sommes pas raccordés au gaz ou à l'électricité. Nous ne pouvons pas non plus nous chauffer au charbon. La nature nous a fait don du bois. Et chacun doit apprendre à tirer parti des trésors que lui offre son environnement. Alors, pour se chauffer, on coupe les arbres morts, abîmés, desséchés. C'est la fête à Veliköy. Dans ce petit village proche de Madène se tient aujourd'hui un spectacle qui n'a lieu qu'une fois par an. La lutte traditionnelle dans la neige. Des lutteurs viennent de toute la Turquie pour participer à cette compétition. Kadem et Dilaver sont eux aussi venus assister au spectacle. On fête cette année la 17e édition officielle de ce championnat. Mais en réalité, personne ne saurait dire depuis combien de siècles ces combats dans la neige se déroulent à Veliköy. Les règles sont simples. Pour gagner, il faut réussir à coucher son adversaire sur le dos. Des personnalités se sont déplacées pour l'occasion. Le commandant en chef de l'armée et le gouverneur de la province d'Artvin. La musique traditionnelle géorgienne accompagne les duels des poids moyens. Cette discipline n'existe qu'à Veliköy, ce qui explique pourquoi des lutteurs professionnels viennent des 4 coins du pays pour participer au combat. La lutte dans la neige, c'est spécial. Les sensations ne sont pas les mêmes. Il ne faut surtout pas laisser l'adversaire prendre le dessus. Parce que quand vous êtes en dessous, le froid vous brûle. Si vous avez le dessus, c'est plus confortable. En fin d'après-midi, la manifestation atteint son point d'orgue avec les combats des poids lourds. La plupart des spectateurs n'ont attendu dans le froid que pour ce moment-là. Comme Kadem et Dilaver. Les lutteurs sont des professionnels. Ils ne gaspillent pas leur force inconsidérément. Leurs gestes sont précis, calculés. En un tour de main, l'adversaire est renversé. Cette année, le grand gagnant de la catégorie poids lourd vient d'Erzurum, la ville voisine. Le froid est glacial à Madène. La nuit, les températures tombent jusqu'à -20 degrés. Ici, la consommation de bois est astronomique, car même en été, les villageois doivent chauffer leur habitation. Chaque famille brûle donc près de 7 arbres par an. Cette année, l'hiver est particulièrement rigoureux. Ces jours derniers, Madène s'est retrouvée plusieurs fois totalement coupée du reste du monde. Polat, le taureau préféré de Kadem, va bientôt devoir reprendre du service. À Madène, à cause de la neige, les habitants utilisent beaucoup le traîneau. Et les taureaux sont les seuls animaux de trait suffisamment forts pour évoluer dans les congères à cette altitude. C'est ainsi qu'au fil des siècles, une relation très spéciale s'est tissée entre l'homme et l'animal. Si je n'avais pas mes bêtes, je ne mettrais pas les pieds dans l'étable. L'amour qu'elles me rendent, c'est quelque chose d'unique. En cas de forte chute de neige, les habitants de Madène doivent se frayer un chemin à la pelle pour pouvoir sortir de chez eux et s'approvisionner, notamment en bois. Ces derniers jours, il est tombé près de 3 mètres de neige. Comme le bois est vital par ses températures, l'homme et l'animal ne ménagent pas leurs efforts pour le transporter. Mais pour Kadem, cela tombe plutôt bien.
Je lui fais porter du bois en guise d'exercice. Il fait très froid en ce moment, le poêle brûle du matin au soir. Pour avoir une chance de remporter le combat, le taureau doit s'entraîner tous les jours, sinon ses muscles se relâchent. Et c'est ainsi que les habitants de Maden bravent les longs mois d'hiver. Eva attend l'été avec d'autant plus d'impatience que l'arrivée de la belle saison coïncidera avec le retour de son fils. Mais avant qu'il ne rentre au village pour les vacances scolaires, il lui faudra encore patienter quelques mois, dans la neige et le froid. Le mois de juin est enfin là. Hormis sur le sommet des montagnes, la neige a fondu et c'est à peine s'il en reste quelques traces sur les sommets. La famille Ertekin compte à présent 3 membres de plus. Le fils est de retour et les parents de Kadem se sont joints à la petite famille le temps d'un été. Un vrai bonheur, en même temps qu'une aide précieuse pour Kadem et Eva, qui vont avoir un grand besoin de renfort ces prochains temps. Car ici, tout ce qui est consommé pendant l'hiver doit être produit au cours des quelques mois où il n'y a pas de neige. Fatih, le fils d'Eva et de Kadem, va lui aussi devoir mettre la main à la pâte. Pour les parents de Kadem, chaque visite au village est une petite torture, car plus les années passent, plus ils ont du mal à retourner ensuite à Inegöl, la ville où leur petit-fils est scolarisé. Quand je viens les voir, j'ai toujours du mal à m'acclimater la première semaine. Mais quand l'heure du départ approche, je ne veux plus repartir. On rentre fin septembre, mais je regrette de ne pas rester un mois de plus, au moins jusqu'aux premières neiges, pour profiter du paysage grandiose. Les températures sont remontées et la neige a fondu. L'herbe repousse à vue d'œil à présent. Juste après le petit déjeuner, Kadem et son père vont au champ pour y faucher l'herbe. Le foin servira à nourrir le bétail l'hiver prochain. Les habitants de Maden se dépêchent de faire les foins, car dans quelques jours, tout le village partira s'installer en alpage. Une fois coupée, l'herbe est immédiatement mise à sécher pour éviter qu'elle ne pourrisse. Chaque matin, Eva part dans la montagne pour faire paître les vaches. Elle doit parcourir près de 5 km avant d'arriver à destination. Au fur et à mesure que le bétail broute les versants des environs, Eva doit aller de plus en plus loin pour trouver de nouveaux pâturages. On s'occupe des bêtes du matin au soir. C'est épuisant. On n'a pas une minute à consacrer aux enfants. Moi, je n'en ai qu'un et je ne compte pas en avoir d'autres. C'est assez difficile comme ça. Quand il était petit, je ne pouvais pas le laisser seul. Alors je l'attachais sur mon dos avant de descendre à l'étable ou d'aller traire les vaches dans les alpages. Les habitants de Maden n'ont que quelques mois pour labourer leurs champs, semer, puis récolter maïs, haricots et pommes de terre, les seuls légumes à pousser à cette altitude. À la montagne, encore plus qu'ailleurs, mieux vaut tenir compte des exigences du climat et faire ses récoltes avant les premières neiges, sans quoi il n'y aura pas grand-chose à manger cet hiver. Chez les Ertekin, c'est Kadem qui s'occupe des cultures.
Un paysan est obligé de travailler sans relâche. S'il se repose ne serait-ce qu'une journée, il ne rattrapera jamais le retard accumulé. Début mai, on doit planter les haricots, le maïs, les pommes de terre. Mais il faut être prudent. Si on plante trop, comme les étés sont courts, la récolte en souffre. Depuis qu'il est scolarisé, Fatih, le fils de Kadem et Eva, ne rentre plus que pendant l'été. Il a beau essayer de mettre ses 2 mois de vacances à profit pour s'acclimater à la région natale de ses parents, il reconnaît ne pas y arriver. C'est toujours plus avec les yeux d'un étranger qu'il redécouvre ce petit village adjar et les montagnes qui l'entourent. Tout a une fin, même ce village. On essaie de faire perdurer notre culture, mais notre langue, notre musique, nos traditions tentent à disparaître. On fait de notre mieux pour les conserver, mais je ne suis pas sûr qu'on y arrivera. Et puis, il faut voir les choses en face. On a beau faire de grands efforts pour préserver le village, plus aucun jeune ne rêve de s'y installer. Fatih pourrait bien avoir raison. Quand les anciens auront disparu, Maden sera probablement un village fantôme. Les enfants qui reviennent à Maden pour les vacances scolaires sont ainsi les témoins impuissants d'un peuple et d'une culture qui s'éteignent à petit feu. Kadem prépare la nourriture de son taureau de combat. Le concours va bientôt commencer. Et Polat doit encore prendre un peu de poids et gagner en puissance. Kadem lui donne donc de précieuses céréales, mais sans garantie de succès. Honnêtement, cela me revient cher. Mais je le fais pour le plaisir. Et puis, c'est la tradition. Les meilleurs taureaux de la région vont s'affronter pendant le festival de Kafkasör et le plus fort sera déclaré vainqueur. Polat semble prêt au combat. Il a déjà une fâcheuse tendance à s'en prendre à tout ce qui l'entoure. Âgé de 4 ans seulement, il est en fait bien trop jeune pour participer au championnat régional. Mais Kadem croit en lui. Pour compenser son inexpérience, Polat doit s'entraîner dur. Afin de muscler son taureau, Kadem l'emmène faire de longues promenades dans la montagne. Tous deux partent à l'aube pour ne revenir au village qu'en fin d'après-midi. En été, le flanc des montagnes se couvre de fleurs. Cette richesse naturelle profite aux habitants de Maden qui, en génération, produisent le meilleur miel de Turquie. Et le plus cher aussi. Dilaver est apiculteur depuis son enfance. Le miel et les abeilles n'ont pas de secret pour lui. Si le miel de Dilaver est aussi bon, c'est grâce à ces ouvrières-là, les célèbres abeilles caucasiennes. Particulièrement longues, leur trompe de 7 mm leur permet d'aspirer le nectar de n'importe quelle fleur. S'ajoute à cela le fait qu'ici, elles jouissent d'un environnement totalement dénué de pesticides, des conditions de vie idéales pour les butineuses. Le miel de notre région est d'excellente qualité. C'est un pur miel de fleurs, sans ajout de sucre ou de glucose. Les abeilles ne butinent que les poiriers et les fleurs qu'elles vont chercher jusqu'à 3000 mètres d'altitude.
D'ailleurs, c'est bien plus que du simple miel. C'est un remède de premier choix. À Matchael, la vallée voisine, le miel est produit d'une façon unique au monde. Les apiculteurs creusent des troncs d'arbres, fixent un couvercle à chacune de leurs extrémités et partent dans la forêt avec leur précieux fardeau sur le dos. Ils choisissent l'un des arbres les plus hauts pour y installer leur tronc d'arbre creux, dans l'espoir que des abeilles sans ruche décideront de s'y installer. Cela fait des siècles que le miel est ainsi récolté à Matchael. Ismaïl a 76 ans. C'est son père qui lui a appris l'apiculture. Et à présent, il transmet son expérience à son fils Hayrettin. Mais quand il s'agit de grimper à la cime d'un arbre, c'est lui qui y va et personne d'autre. Pas même son propre fils. Mais pourquoi se donnent-ils autant de mal pour installer leur ruche en haut des arbres ? Le problème, c'est les ours. Ils détruisent les ruches pour manger le miel. C'est pourquoi nos ancêtres ont commencé à les installer à la cime des arbres. Pour fabriquer les ruches, nous utilisons du bois de tilleul. Une fois nettoyé et poli, il dégage un parfum très agréable et les abeilles en raffolent. Attirées par l'odeur des troncs de tilleul fraîchement creusés, les abeilles viennent y nicher et fonder leur colonie. Le miel produit par ces abeilles est si convoité qu'il est vendu bien avant la récolte. À n'en pas douter, l'avenir de ces ruches si particulières est assuré dans les forêts de Matchael. Pour Kadem, le grand jour est enfin arrivé. Il s'apprête à partir pour Artvin, la préfecture de la province du même nom, où a lieu le plus grand championnat de joute taurine de Turquie. Un petit camion va les emmener à Artvin, situé à une centaine de kilomètres de Maden. Comme tous les autres propriétaires de taureaux, Kadem doit être sur place 2 jours avant le début du tournoi, pour que les taureaux aient le temps de s'habituer à leur nouvel environnement, qu'ils puissent se l'approprier et ensuite faire valoir leurs prétentions territoriales sur leurs adversaires. La préfecture d'Artvin est enfin en vue. À peine arrivé, Kadem emmène Polat à la pesée. Les taureaux sont classés en catégorie de poids. Polat pèse 360 kg, ce qui signifie que ses adversaires ne devront pas faire plus de 400 kg. Les combats vont commencer dans quelques heures. Ils ont lieu dans le cadre du festival culturel et artistique de Kafkasör. Au programme également, musique, danse et chant hadjar. Certaines personnes passent toutes leurs vacances d'été sur le lieu des festivités. Le premier combat de Polat. Kadem est un peu inquiet. Comment son taureau va-t-il réagir? Polat remarque vite que son adversaire a des cornes bien plus proéminentes que les siennes, et il semble n'avoir guère envie de s'y frotter.
Du coup, il fait une chose à laquelle personne ne s'attend, pas même son rival. Par surprise, mais de façon tout à fait régulière, il l'attaque par le côté et le chasse de l'arène. Une victoire à bon compte, mais une victoire tout de même. Les choses ne sont pas si simples pour ses concurrents. C'est une aubaine pour Polat, qui, du fait de sa ruse, a ménagé ses forces. Arkadaşlar sessiz olun arkadaşlar. Lütfen sessiz olalım. Ces joutes donnent rarement lieu à des blessures graves. Le taureau qui a le dessous comprend vite en effet qu'il doit abandonner et prendre la poudre d'escampette. Polat entre à nouveau en lice. Bien que jeune et inexpérimenté, il s'en est bien sorti jusque-là. S'il gagne ce combat-ci, il ira tout droit en finale. Même Kadem ne s'attendait pas à un tel succès. Il incite son champion à se battre. Une fois de plus, Polat a de la chance. Après quelques frottements de cornes, son adversaire s'incline. Et Polat se retrouve en finale. Kadem est ravi. Au pire, Polat finira deuxième, avec une prime à la clé, même pour la seconde place. Bien qu'il ne se soit pas battu trop violemment, Polat a quand même récolté quelques blessures. Un vétérinaire s'empresse de le soigner avant le combat final. Mais tous ne s'en tirent pas à si bon compte. Ce taureau a une corne cassée et ne pourra plus jamais combattre. Son propriétaire pleure à chaudes larmes. Il perd non seulement un taureau, mais aussi un ami. En général, les taureaux blessés sont soit envoyés à l'abattoir, soit utilisés comme reproducteurs. L'heure de la finale a sonné. Les spectateurs attendent avec impatience de voir comment le jeune Polat va se sortir d'affaire cette fois-ci. L'adversaire de Polat est le champion en titre de sa catégorie. Très vite, il lui montre de quoi un taureau expérimenté est capable. Visiblement impressionné, Polat recule devant les puissantes cornes de son adversaire. Mais alors que tout le monde s'attend à ce que Polat abandonne, le voici qui repart vaillamment au combat. S'ensuit une lutte d'une dizaine de minutes au cours desquelles le jeune taureau ne cesse de gagner du terrain. Arena içinde temizlik yapan Turgay Gümüşgöz ve ekibine teşekkür ediyoruz. Incroyable mais vrai, le champion en titre finit par abandonner la partie. Polat est officiellement proclamé champion de sa catégorie. Et c'est avec beaucoup de fierté que Kadem monte sur la première marche du podium. Cette fois-ci, le grand vainqueur de l'an dernier doit se contenter de la seconde place. Sans Polat, pas de remise de prix. Après tout, c'est lui qui a gagné. Le vainqueur reçoit un diplôme, un trophée et une prime de 600 €. Pour le deuxième, c'est moitié moins. Les efforts de Kadem ont porté leurs fruits. Dès sa naissance, j'ai décidé qu'il participerait au combat. J'y ai travaillé d'arrache-pied pendant 4 ans. L'an dernier, j'avais voulu l'inscrire au tournoi. Il était encore très jeune, mais il me semblait que ce serait un bon entraînement. Finalement, l'occasion s'est présentée cette année. Je suis vraiment heureux et très ému. Dès le lendemain, Kadem et Eva font leur bagage. Comme tous les habitants de Madène,
Ils vont passer 3 mois dans l'alpage. Le campement d'été des villageois se trouve juste derrière cette montagne. Le trajet va durer 1h30 environ. Il y a 20 ans, les villageois utilisaient encore leurs taureaux pour ce déménagement. Mais ils les ont remplacés par des tracteurs et des fourgonnettes. Matelas, vêtements, ustensiles de cuisine, les habitants de Madène ne laissent presque rien derrière eux. Le village d'été est situé juste en face des monts Kachgar. Certains habitants sont déjà arrivés et nettoient leurs maisons restées vides pendant 9 mois. Même en été, le poêle a une importance capitale pour les villageois, car les nuits sont fraîches en alpage. Ils s'en servent pour se chauffer, mais aussi pour cuisiner. Au cours des 3 prochains mois, les vaches vont se remplir la panse d'herbes grasses et leurs pies seront gonflées de lait. Du lait dont Eva se servira pour faire du beurre et du fromage. Elle s'empresse donc de sortir la baratte pour la nettoyer de fond en comble. À proximité du village, il n'y a pas beaucoup d'herbes. Il faut marcher 5 km pour que les bêtes trouvent de quoi brouter. Et les chemins sont rocailleux, c'est dangereux et difficile. Voilà pourquoi on préfère ces alpages. Les vaches peuvent paître devant la maison. Le lendemain, Eva s'apprête à faire 3 heures de marche pour mener les vaches à l'alpage. À partir de maintenant, elle n'aura plus trop besoin de s'occuper d'elles. Les vaches vont brouter toute la journée sans surveillance et rentrer d'elles-mêmes à l'étable à la tombée du jour. Les habitants de Madène vont donc passer les 3 prochains mois ici, avec cette vue fantastique sur les monts Kachgar. Dès les premières neiges, Eva et Kadem retourneront dans leur village, comme leurs ancêtres l'ont fait pendant des siècles avant eux. Mais tout porte à penser qu'en Turquie, de larges pans de leur culture disparaîtront avec eux. Et dans un instant, vous quitterez la campagne turque pour Amsterdam. Guidé par Emmanuel Gaume, vous verrez que depuis l'avènement des hippies, la mentalité 70s perdure un peu partout dans la ville.